dirigeant et je suis avec Manuel Diaz qui est président d'Emakina. Bonjour Manuel. Bonjour Aude. Vous avez fondé Emakina qui est une agence digitale il y a 22 ans. Alors pourquoi le digital vous a paru déjà à l'époque comme prometteur? En fait, on est à la fin des années 90 et c'est vrai que quand on voit arriver Internet, c'est un peu comme un soubresaut. Enfin, on se dit tout va changer, la façon dont on interagit, dont on communique, dont on véhicule les informations, etc. Et chez Emakina, on a deux grosses cultures, on va dire la culture du design et la culture de la technologie. C'est les deux grandes familles qu'il y a chez Emakina. Donc on a mélangé des geeks avec des designers et on s'est dit il y a beaucoup de choses qui vont changer et l'histoire semble avoir donné raison à cette intuition initiale. Alors justement, quelles sont vos missions que vous proposez à vos clients? Alors aujourd'hui, chez Emakina, on accompagne nos clients qui sont plutôt des grandes marques ou des ETI qui font face à la transformation digitale dans leur processus de transformation sur deux axes. Le commerce unifié, donc comment je fais mieux du commerce compte tenu des nouveaux comportements consommateurs, et puis la connaissance client, qui sont finalement deux axes assez pragmatiques quand on est un commerçant. Et alors, justement, vous avez noué un partenariat avec BFM Business et Odoxa sur les comportements de consommation des Français. Ça peut vous aider à mieux conseiller vos clients. Quelles sont les analyses que vous avez pu en tirer? Pendant toute l'année 2018, on a observé les Français à travers notre observatoire, l'observatoire des comportements de consommation en France. Et on a publié ces études gratuitement sur obsconso.fr d'ailleurs. Et on a regardé quel était le rapport des Français avec leurs marques préférées sous plein d'aspects. Comment ils interagissent avec elles, comment ils les consomment, ils les préfèrent, comment se fabrique cette préférence, etc., etc. Et on s'est rendu compte que finalement, les consommateurs étaient très en avance par rapport à ce que les marques proposaient elles-mêmes. Les marques font face évidemment à leur propre processus de transformation, donc souvent elles sont en silo. Le marketing ne parle pas toujours avec la DSI, qui lui-même ne parle pas toujours avec la supply chain, etc., etc. Ce qui pose des problèmes d'expérience client. On les a tous vécus. Vous allez dans un magasin, vous ne trouvez pas le produit qu'il vous faut, et puis finalement on vous propose rien, etc., etc. Donc c'est ennuyeux. Les marques ont ce problème transformatif là où les consommateurs, eux, sont en train de dire par exemple à plus de 89% en France qu'ils vont préférer une marque par l'expérience qu'ils vont proposer plus que par le prix qu'elles vont proposer. Donc on est en train de glisser d'un monde du qualité-prix vers un monde de l'expérience-prix où le fil rouge, le fil conducteur, c'est la technologie au sens large, le digital au sens large, qu'il soit dans un ordinateur, dans un mobile, dans un rapport avec un vendeur ou dans un point de vente. Et alors, en quoi le digital a changé ses comportements? Qu'est-ce que les consommateurs mettent en avant comme bonne pratique chez les commerçants? Ils sont beaucoup plus exigeants avec les commerçants dans la façon de les trouver déjà. Ça démarre par là. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, quel que soit le segment d'âge, puisque le panel qu'on a étudié était très large, il y a plus de 90% des actes de consommation en France qui impliquent Internet. Ne serait-ce que pour trouver l'adresse du magasin, pour être guidé vers le magasin, pour connaître ses horaires d'ouverture, etc. Ce qui sont souvent des choses qui peuvent être négligées par certains commerçants qui gèrent pas très bien leur SEO, leur rapport à Google, qui utilisent pas bien Google My Business pour mettre leurs horaires d'ouverture ou leurs affluences. Pendant les soldes, c'est très important de dire au consommateur quand est-ce qu'il va avoir une expérience en magasin plus agréable ou plutôt bondée. Donc ça démarre de là, mais après ça se poursuit tout au long du parcours consommateur. En fait, le consommateur n'accepte plus qu'en magasin, si le produit pour lequel il est venu n'est pas là, on ne lui propose rien. Donc évidemment, il va falloir faire de l'omnichannel commerce, c'est-à-dire y compris en magasin, être capable de vendre des produits qu'on n'a pas sur place, de les envoyer chez le consommateur directement en J+1 ou en quelques heures, etc., etc. Donc cette ubiquité dont les consommateurs raffolent est une nécessité chez les commerçants aujourd'hui parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont accrocher des consommateurs et les fidéliser. C'est ça, le consommateur se déplace encore en magasin, mais il n'achète pas forcément en magasin parce que il essaye et après il va essayer de trouver moins cher sur Internet. Alors le commerce traditionnel, le commerce physique, est-ce qu'il est voué à exister encore ou est-ce qu'il va juste se transformer en showroom? En fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène du showrooming que certains grands acteurs ont beaucoup subi, comme la Fnac ou autres. Et Alexandre Bompard, à l'époque, avant de partir chez Carrefour, on avait beaucoup parlé en disant, avant de faire son deal avec Darty, en disant « je suis le showroom d'Amazon ».
d'Amazon. Et c'est vrai, il a raison, quand on achète de la technologie, on a besoin de voir à quoi elle ressemble, de savoir si elle va bien, si on achète une télé, si elle va prendre place dans le salon au bon endroit, etc. etc. Bien qu'avec la réalité augmentée maintenant, il y a des alternatives. Mais je crois que le consommateur a encore envie d'avoir un lien social et puis de partager ce moment spécifique. Mais finalement, il veut choisir. Il est sur un rapport d'utilité, un rapport de temps. Lorsqu'il a du temps, il va aller en magasin. Lorsqu'il n'a pas beaucoup de temps, il va préférer le online sur un rapport d'efficacité. Mais on a tous des vies métissées. On n'achète pas 100% de ce qu'on consomme online ou 100% de ce qu'on consomme offline. Ce qui va être la clé de demain pour les commerçants, c'est de faire en sorte qu'on connaisse le consommateur, quel que soit le canal par lequel il va arriver, qu'on le reconnaisse et qu'on le traite avec une égalité de traitement et un soin qui soit identique, quel que soit le canal avec lequel on va arriver. Et c'est ça l'enjeu pour les commerçants demain. Et comment vous voyez la fracture entre les commerçants aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours le commerce physique d'un côté et le commerce online, ou est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que les marques changent assez? En réalité, je pense que le monde se segmente autour de nous aujourd'hui avec la transformation digitale en deux catégories, les agiles et les fragiles. La course, elle est vraiment autour de l'agilité. Les marques qui s'en sortent mieux que les autres dans leur processus de transformation, on le voit à coup de nombreuses études, sont celles qui sont agiles, qui acceptent de changer leur processus de travail, de se challenger, de intégrer des profils qu'ils n'avaient pas dans leurs propres équipes, des designers, des ergonomes, etc. etc. Celles-ci s'en sortent un peu mieux. Celles qui sont enfermées dans des carcans et des processus, des fois réglementaires, et qui se servent de l'argument réglementaire pour ne pas bouger, sont très fragilisées. On le voit avec le domaine de la banque, par exemple, qui a du mal à se transformer parce qu'il y a un gros poids réglementaire sur ce secteur. Mais on voit des nouveaux entrants, les Revolut, les N26, etc., etc., qui, eux, s'affranchissent un peu de tout ça et réinventent l'expérience consommateur et fabriquent une forme de préférence. Mais l'agilité, ça veut dire aussi être plus léger, avoir moins de ressources humaines en interne, et donc moins d'emplois. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que, évidemment, des Revolut, des N26 dans la banque sont très agiles, mais ils ont très peu d'emplois. Et comment on peut imaginer l'économie de demain si elle est numérique et si il n'y a plus d'emplois? Alors, il y a un processus transformatif. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'emplois, mais je dis qu'ils sont différents. D'ailleurs, vous regardez l'industrie numérique, elle est en pénurie de ressources, quelle que soit la catégorie, que vous soyez une agence comme nous, conseil et de production digitale, ou que dans tous les secteurs, mais même chez les annonceurs, dans leur département digital, il manque de ressources. Donc on est plutôt dans un déplacement de compétences. Alors oui, ça a fait sourire quand sourire jaune, mais quand on voit Conforama qui dit je vais licencier 1900 personnes et il y a un risque réputationnel quand même pour la marque, parce que c'est affiché dans les médias que Conforama licencie. Et le même jour, Amazon annonce l'embauche de 1850 personnes. Donc on voit bien, là c'est l'illustration de la transformation. Donc on voit des gens qui subissent ce processus de transformation. Conforama a de la décroissance parce que Conforama a mal gouverné son processus de transformation et n'a pas proposé d'expérience client qui a su séduire ses clients qui sont allés ailleurs et qui ont choisi des fois des pure players. Et de l'autre côté, on voit un acteur presque traditionnel du digital qui lui a besoin de main-d'œuvre pour faire face à sa croissance. Donc oui, on a besoin de dire aux jeunes dans les écoles qu'ils vont faire plusieurs jobs et qu'il va falloir apprendre tout au long de leur vie, pas que à l'école. Et nous, dans les entreprises, on a besoin de former nos personnels tout au long de leur carrière professionnelle et d'être dans un processus d'acquisition de connaissances permanent. C'est ce qui fera qu'on sera adapté au monde qui nous entoure, qui bouge très vite et dans lequel nos connaissances, nos hard skills sont très obsolètes assez rapidement. Et il y a un domaine qui se développe et qui demande beaucoup de compétences et de talents, c'est les données, gérer les données. Est-ce que les commerçants gèrent bien leurs données aujourd'hui? Sinon, comment doivent-ils s'organiser? Alors en fait, ils ont des données. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à les convoquer. On nous a beaucoup parlé de big data, de choses extrêmement innovantes et extrêmement ambitieuses. La réalité, c'est qu'il y a assez peu de marques sur la planète qui ont besoin
de ce niveau-là de données. Nous, on est l'agence de très grosses marques qui ont beaucoup de données, de gens comme Nike par exemple, etc. Et pour autant, la majorité des commerçants, ils mobilisent assez peu leur data analytics web classique, leur data mobile, leurs données de caisse et leur trafic magasin. Ne serait-ce qu'avec ces 4 sources de données, on peut fabriquer beaucoup d'intelligence consommateur. Donc en matière de données, j'ai envie de dire qu'il faut revenir à une forme de bon sens et se dire le mieux est l'ennemi du bien. Prenons déjà quelques sources de données, arrêtons de faire en sorte que les analytics soient le souci du stagiaire au digital qui ne remonte jamais au COMEX, faisons en sorte de mieux comprendre ce qui se passe dans le comportement de nos consommateurs pour mieux identifier les opportunités, ça sera déjà très très bien. Merci beaucoup Manuel Diaz, je rappelle que vous êtes président d'Emaquina.